La pluie martelait les marches en marbre de Sterling Industries, tandis que les chuchotements se transformaient en éclats de rire. Rosalind Carter, autrefois architecte prometteuse, désormais en fauteuil roulant, serrait son tube à croquis comme un bouclier tandis que les cadres la filmaient. Serena, la PDG vêtue d'une robe rouge, souriait. Les auditions de pitié ont lieu en bas. Une petite voix retentit dans sa pièce. Maman, une fillette de 8 ans se fraya un chemin à travers la foule et se blottit contre la jambe de Rosalind. Tout le monde se tourna vers le concierge derrière lui. Ayas Dalton, figé, terrifié. Pendant un instant, l'humiliation devint une possibilité et tous les secrets du bâtiment basculèrent vers la vérité. 18 mois plus tôt, Rosalind Carter était le genre de femme que les gens montraient du doigt comme preuve que le travail acharné était récompensé. Née d'une mère célibataire qui nettoyait des bureaux la nuit, Rosalind s'était frayé un chemin à travers un programme d'architecture compétitif grâce à une bourse d'études complète. À 30 ans, elle était l'étoile montante de Sterling Industries, la designer à l'origine de la rénovation de Harbor Commons, qui avait fait la une des journaux spécialisés nationaux. Elle dessinait des lignes audacieuses et croyait dans des bâtiments qui parlaient pour leurs habitants. Ses collègues l'admiraient. Les clients faisaient une confiance à son instinct. Même Serena Whitmore, la nouvelle PDG, lui avait proposé un poste de cadre supérieur dans la division de planification de l'entreprise. Puis l'accident est survenu. Son ex-fiancé, ivre et furieux après leur rupture, avait percuté sa voiture à un feu rouge. 3 opérations, 18 semaines de rééducation. La lésion médulaire était permanente. Ses jambes, expliquèrent les médecins avec une précision chirurgicale, ne pourraient plus supporter son poids. Rosalind avait fixé les mots écrits sur le papier, paralysie complète en dessous de 10, et senti le sol sous son identité disparaître. Son fiancé avait été accusé de conduite en état d'ivresse. Ce qu'elle a dû affronter était différent. Lorsqu'elle est revenue au travail en fauteuil roulant, l'énergie a changé. Ses collègues, qui autrefois sollicitaient son avis, parlait désormais autour d'elle comme si son handicap la rendait peu fiable. Un collègue lui a suggéré avec une gentillesse embarrassante qu'elle serait peut-être plus heureuse dans un autre poste. Un client lui a demandé si elle était encore capable de gérer un projet complexe depuis son fauteuil roulant. Sa confiance, déjà ébranlée, s'est encore davantage fissurée. Rosalind a refusé de s'effondrer complètement. Elle avait survécu à pire. Elle avait vu sa mère cumuler 3 emplois pour subvenir aux besoins de la famille. Elle avait appris très tôt que la résilience n'était pas un choix, mais une nécessité. En l'espace de 2 mois, elle avait adapté son bureau, recalibré ses outils de dessin et s'était lancée dans un nouveau projet dont personne d'autre ne voulait. La ville disposait d'un parc vieux de plusieurs décennies sur le front de mer, destiné aux familles et aux enfants. Mais le terrain était dangereux, sentiers escarpés, aires de jeu inaccessibles, équipements cassés. Rosalind voyait une opportunité là où d'autres voyaient un handicap. Elle imagina le Sterling Harbor Rehab Park, une aire de jeu thérapeutique et entièrement accessible, conçue pour les enfants confrontés à des difficultés physiques et de développement. Des rampes aux courbes douces, des structures de jeu adaptées aux enfants ayant peu de force dans le haut du corps, des zones sensorielles pour les enfants autistes. La voix de sa mère résonnait dans son esprit. Si tu veux faire quelque chose, fais-le pour ceux qui n'ont personne d'autre. Elias Dalton n'avait pas prévu de devenir concierge. Il avait passé 9 ans comme ingénieur en mécanique dans la division fabrication de Sterling Industries. C'était le genre d'homme qui résolvait les problèmes en comprenant le fonctionnement des systèmes, la répartition des forces, la manière de minimiser les frottements, comment de petits changements pouvaient empêcher des défaillances catastrophiques. Il était doué dans son travail. Il avait gagné le respect de ses collègues et un salaire stable qui lui permettait d'élever seul son fils après que la mère de Léo ait décidé que la maternité n'était pas pour elle. Il y a 3 ans, Elias avait découvert quelque chose dans les registres d'entretien. Le système de rampe d'origine de l'un des sites de l'usine avait été marqué pour remplacement pour des raisons de sécurité. La demande de budget avait été rejetée, puis elle était réapparue. Rejetée à nouveau, jusqu'à ce qu'un ouvrier tombe et se casse la cheville. Elias avait remonté la piste de l'incident jusqu'à la rampe. Il l'avait signalé. Il avait rempli des formulaires, envoyé des emails et tout documenté avec la précision méticuleuse d'un ingénieur qui comprenait que les détails sauvaient des vies. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Clinton Reeves, le directeur financier,
était celui qui avait rejeté ces améliorations de sécurité. Que Serena Whitmore, la nouvelle PDG, avait approuvé la décision de minimiser les dépenses sans tenir compte des risques structurels, que le signalement ne serait pas considéré comme une surveillance consciencieuse, mais comme de l'insubordination. Nous réorganisons la structure technique, lui avait expliqué son responsable, sans le regarder dans les yeux. Vous seriez plus à votre place dans les installations. Les installations, cela signifiait des travaux de conciergerie. Cela signifiait la moitié de son salaire. Cela signifiait que son fils lui demanderait pourquoi il rentrait à la maison en sentant le nettoyant industriel, mais cela signifiait aussi que ses avantages sociaux étaient préservés et que le fonds scolaire de Léo restait intact. Elias avait accepté cette rétrogradation avec la dignité particulière d'un homme qui comprenait que se battre nuirait à son fils. Il nettoyait les couloirs, entretenait le matériel et observait le fonctionnement de Sterling Industries comme si les règles qui s'appliquaient à tout le monde ne s'appliquaient pas à des gens comme Clinton Reeves. À 8 ans, Leo Dalton possédait le don d'observation des enfants qui ont grandi avec un parent travaillant sans relâche. Il remarquait les petits détails. Les mains de son père, autrefois lisses, portaient désormais de petites coupures dues aux outils de nettoyage. Il remarquait le changement d'expression de son père lorsqu'il passait devant Sterling Industries sur le chemin du retour, un durcissement subtil, un resserrement autour des yeux, et il remarquait quand son père semblait plus léger, quand ses épaules s'abaissaient et que sa voix se réchauffait. Cela se produisait le plus souvent dans le parc près de leur appartement, où Rosalind avait commencé à travailler le soir, à mesurer et à dessiner. C'est Léo qui l'avait abordé le premier. Il dessinait à la craie sur le trottoir, quelque chose avec des roues et des rampes, mais la perspective était impossible et les proportions incorrectes. Rosalind s'était approchée en fauteuil roulant et lui avait demandé ce qu'il construisait. « Un parc où mon père n'a pas à être triste », avait-il répondu avec l'honnêteté dévastatrice des enfants qui voient directement dans le cœur des adultes qui les élèvent. Elle avait ri de bon cœur, comme elle ne s'était pas permis de le faire depuis des mois. Ils avaient parlé d'accessibilité, d'angle de pente et des raisons pour lesquelles certains enfants avaient besoin de conception spéciale. Léo était fasciné. Il avait commencé à la retrouver au parc 2 fois par semaine. Et Rosalind avait commencé à lui enseigner l'architecture comme sa mère lui avait enseigné la résilience. Non pas comme une théorie abstraite, mais comme une série de choix qui incluaient les gens ou les laissaient de côté. Elias avait découvert le lien lorsque Léo était rentré à la maison tout excité à propos de Mlle-Rosalind et de son projet. Il était venu chercher son fils un soir et les avait trouvés ensemble. Ruslan faisait rouler son fauteuil autour d'une maquette de parc tandis que Léo tenait les croquis. Il avait senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Il se reconnaissait en elle, cette force particulière qui venait du refus de se rabaisser, même lorsque le monde entier voulait vous voir disparaître. Serena Whitmore avait fait ses études dans des universités prestigieuses et avait suivi une formation spécifique pour maximiser la valeur actionnariale. Elle était brillante et impitoyable, et portait le pouvoir comme d'autres femmes portent du parfum. Elle avait repris Sterling Industries, promettant de moderniser les opérations, ce qui signifiait en réalité supprimer tout ce qui ne générait pas directement de profit. Elle avait regardé le front de mer et n'y avait vu non pas une ressource thérapeutique pour les enfants vulnérables, mais un bien immobilier de premier choix. Harbour Towers, un complexe à usage mixte comprenant des appartements de luxe, des commerces et un hôtel au prix du marché. Les marges bénéficiaires étaient stupéfiantes. Le seul obstacle était un architecte en fauteuil roulant qui rêvait d'accessibilité. Elle avait chargé Amanda Hill de gérer la situation. Amanda était exceptionnellement douée pour rendre acceptables des décisions impopulaires. Elle avait envoyé à Rosalind des emails marqués « En attente d'examen », ce qui signifiait que le projet était suspendu par la bureaucratie. Elle avait loué la vision de Rosalind tout en créant les conditions pour l'étouffer. Et lorsque cette obstruction en douceur s'était avérée insuffisante, Serena avait pris une décision. Elles allaient présenter Rosalind comme le problème et se positionner comme progressiste. Le gala d'automne avait été conçu avec précision. Sterling Industries organisait une soirée pour les principaux donateurs et les responsables municipaux, et Vivian Brooks, une militante communautaire qui siégeait au comité de développement du port, avait recommandé avec enthousiasme que Rosalind présente son concept de parc. C'était présenté comme une opportunité,
Mais en réalité, même si Rosalind et Vivienne ne s'en rendaient pas encore compte, c'était une mise en scène. Rosalind s'était préparée méticuleusement. Elle avait peaufiné sa présentation, répété ses arguments, apporté des modifications à sa maquette. Elle croyait en son travail. Elle pensait que si elle présentait son projet de manière claire et professionnelle, ses mérites parleraient d'eux-mêmes. Elle n'avait pas encore compris que ce n'était pas le mérite qui était évalué. Le matin du gala, Alias est arrivé tôt pour s'assurer que la nouvelle rampe d'accès qu'il avait installée près de l'entrée du bâtiment fonctionnait correctement. Il y avait travaillé après ses heures de travail en utilisant des matériaux provenant des stocks excédentaires de Sterling et en y consacrant son temps libre. La rampe était conçue à la perfection, courbe douce, pente adéquate, surface antidérapante. Rosalind est venue la tester et, en la parcourant en fauteuil roulant, elle a pu apprécier la précision de sa conception. Il n'y avait aucun endroit rugueux, aucun point d'hésitation, aucun moment où le mécanisme semblait incertain. C'était le travail de quelqu'un qui comprenait non seulement la mécanique, mais aussi la dignité. Ils avaient discuté pendant 30 minutes et Elias avait mentionné en passant qu'il avait également conçu certains composants pour son concept de parc, un système de soutien pour les balançoires qui permettrait aux enfants ayant une force de préhension limitée de participer en toute sécurité. Le soir venu, Rosalind était nerveuse mais prête. Elle roula dans l'atrium au sol en marbre de Sterling Industries où se tenait le gala. Les médias avaient été invités. Les caméras étaient placées stratégiquement. Amanda Hill était partout. Elle souriait et dirigeait de la couverture médiatique. Serena se tenait debout dans une robe rouge qui semblait symboliser le pouvoir. Elle était déjà positionnée près de la scène. Rosalind commença sa présentation. Elle parla d'inclusion et d'accessibilité et des façons spécifiques dont la conception physique pouvait accueillir ou rejeter les populations vulnérables. Elle a parlé des enfants à qui on avait dit qu'ils étaient trop fragiles pour les aires de jeu normales et du danger que pouvait représenter ce message. Elle a montré les maquettes, les rampes courbes, les balançoires inclusives, les jardins sensoriels. Elle a parlé de l'ingénierie d'Elias, de la vision de Léo selon laquelle le courage était quelque chose qui pouvait s'enseigner et se renforcer grâce à l'environnement. Pendant 7 minutes, elle a cru qu'elle les touchait. Puis Clinton Reeves a ri. Pas un rire malveillant, exactement, mais le rire d'un homme qui croyait que l'absurdité était évidente. L'analyse des coûts que nous avons examinés suggère que ce projet n'est pas viable financièrement pour la ville. Il a parlé d'équipements spécialisés, d'entretien supplémentaire, de conception complexe. Les chiffres sont stupéfiants. Serena avait acquiescé avec compassion. Amanda s'était avancée pour parler des contraintes budgétaires de la ville, puis quelqu'un dans le public, quelqu'un avec un téléphone, avait commencé à enregistrer. Les chuchotements avaient immédiatement commencé. C'était juste quelque chose dans l'angle de la caméra. La façon dont elle filmait Rosalind plutôt que sa présentation. La façon dont un journaliste bien intentionné avait demandé « Comment gérez-vous des projets depuis un fauteuil roulant ?» La façon dont la question elle-même sous-entendait l'impossibilité. La façon dont certaines personnes dans la salle semblaient presque déçues qu'il n'y ait pas plus de drame, plus de lutte évidente, plus de récits inspirants qui permettent aux personnes valides de se sentir bien dans leur peau parce qu'elles ne sont pas cruelles. À la fin de son intervention, Rosalind avait senti l'énergie dans la salle. Pas de l'enthousiasme, de la pitié. Et sous la pitié, quelque chose de pire, du scepticisme. Elle s'était retirée dans un coin pour se ressaisir. Épuisée par ses efforts pour convaincre les gens que l'accessibilité n'était pas une question de charité, mais une nécessité, elle n'avait pas remarqué l'arrivée d'Elias. Il était venu chercher Léo, qui jouait dans une aire de jeu surveillée réservée aux enfants des employés. Elle n'avait pas entendu la conversation s'engager. Elle n'avait pas vu le moment où Léo, visiblement fatigué et surexcité, avait demandé à son père « C'est mademoiselle Rosalind ?» Puis, sans attendre la réponse, s'était précipité vers elle. Tout ce qui s'était passé ensuite était d'une étrange clarté. Le petit corps enroulé autour de sa jambe. Le mot « maman » prononcé avec une certitude absolue. La salle qui se taisait, le visage d'Elias passant du choc à la peur, puis à autre chose, peut-être de la résignation mêlée de défiance. La prise de conscience que tous les calculs qui avaient été faits au sujet de Rosalind et de son projet venaient de changer du tout au tout. Helen Grant, responsable de la sécurité chez Sterling Industries,
avait observé toute la soirée avec une attention particulière. Helen avait 63 ans et avait passé sa carrière dans un environnement qui n'accordait pas particulièrement d'importance à son opinion. Mais elle avait remarqué des choses, comme le changement d'expression sur le visage de Clinton lorsque Rosalind avait commencé à parler, la façon dont Amanda avait dirigé l'attention des médias, la qualité particulière du sourire de Serena. Au cours des 3 derniers mois, Helen avait également remarqué des incohérences dans les registres de maintenance, des ajustements de sécurité qui avaient été ordonnés mais jamais effectués, des annotations marquées sur la directive du directeur financier. Alors que Léo traversait la pièce en courant, Helen avait pris une décision. Quelque chose dans ce moment lui semblait important. Le fait de voir un enfant revendiquer une femme comme mère dans une pièce remplie de personnes qui avaient tenté de la rabaisser semblait nécessiter un témoignage. Après que la sécurité eut calmement maîtrisé la foule, après qu'Amanda eut présenté des excuses qui n'en étaient pas vraiment, après que tout le monde eut prétendu que ce moment n'était qu'une histoire d'enfants confus et de femmes chaleureuses, Rosalind s'était dirigée vers une partie plus calme du bâtiment. Son cœur battait à tout rompre. Léo était apparu, toujours en lui tenant la main, et lui avait présenté un dessin, un portrait de famille représentant 3 personnages, l'un dans un fauteuil roulant, l'autre debout à côté, le troisième petit. Au bas du dessin, Léo avait soigneusement écrit en lettres majuscules « Ma famille ». Elias était venu chercher son fils, mortifié. « Je suis vraiment désolé », avait-il répété à plusieurs reprises. « Il vous voit comme sa figure maternelle. Il parle de vous sans arrêt. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. »« Ce n'est pas grave », avait interrompu Rosalind, et quelque chose dans sa voix avait poussé Elias à la regarder directement. « Pourquoi m'appelle-t-il ainsi ?» Léo avait répondu avant qu'Elias n'ait pu formuler une réponse. « Parce que maman, c'est quelqu'un qui te fait te sentir en sécurité et qui te dit de continuer. Même quand tu as peur, tu le fais. » Rosalind avait senti quelque chose se réorganiser dans sa poitrine. Pendant des mois, elle avait mesuré sa valeur en termes de productivité et de contribution professionnelle. Elle s'était demandé si son corps pouvait encore remplir la fonction qui lui était assignée. Elle n'avait pas envisagé que la valeur pouvait être mesurée en des termes tout à fait différents, qu'un enfant pouvait l'appeler maman, non pas malgré son handicap, mais peut-être grâce à la force particulière qu'il lui avait enseignée. Helen Grant avait été témoin de toute cette conversation. Au cours des jours suivants, elle avait également pris certaines décisions concernant ce qu'elle ferait des informations qu'elle avait discrètement accumulées. Les fichiers sur les emails de Clinton concernant le projet du parc, les registres de sécurité documentant les mises à niveau rejetées, les registres d'entretien montrant où ces directives avaient pris le pas sur les recommandations techniques. Au cours des 2 semaines suivantes, Rosalind et Elias avaient commencé à travailler ensemble sérieusement. Elias était venu plusieurs soirs à son appartement et ils avaient redessiné ensemble certaines parties du parc. Il lui avait montré comment concevoir des balançoires à friction réduite. Elle lui avait montré comment calculer les angles de pente pour une accessibilité maximale avec un minimum d'impact visuel. Léo s'était endormi sur son canapé, petite silhouette sous une veste empruntée, et aucun d'eux ne l'avait déplacé. Elias avait murmuré « Je suis désolé pour la situation au travail. Je sais ce qu'est ce poste. » « Ce n'est pas ta faute, » avait répondu Rosalind doucement. « Et tu sais quoi? Ton travail est brillant. Un monde qui ne peut pas le voir est le problème du monde, pas le tien. » Il l'avait regardé longuement. « Ma femme, la mère de Léo, m'a quitté parce qu'elle disait que je n'étais pas assez ambitieux. Si elle pensait qu'être père était quelque chose dont il fallait s'excuser plutôt que d'être fier, alors elle avait tort. » Rosalind avait simplement répondu. Helen Grant avait envoyé à Rosalind un email crypté avec des fichiers joints, des journaux de maintenance, des chaînes d'emails, des violations de sécurité documentées remontant à plusieurs années. Au bas du message, Helen avait écrit « Tu dois savoir à quoi tu as affaire, et eux aussi. » La révélation de ces informations avait été choquante. Les emails de Clinton à Serena discutaient explicitement de mesures de réduction des coûts qui violaient les protocoles de sécurité. La documentation du rapport d'Elias avait été rejetée et le projet de Rosalind était ostensiblement entravé afin de préserver la viabilité de Harbour Tower. Rosalind avait pris conscience de l'importance de ces révélations, non seulement pour son projet, mais aussi pour la structure éthique de l'organisation elle-même. Elle avait rencontré Elias et Vivian Brooks,
et ils avaient pris une décision. Ils allaient tout dévoiler au comité de développement du port. Les preuves, le procès, le point de vue de Léo, tout, c'était risqué. Leur travail pouvait échouer. Serena et Clinton pourraient riposter. La carrière de Rosalind, déjà fragile, pourrait être complètement détruite. Mais rester silencieuse signifiait accepter que les personnes qui avaient rejeté la sécurité pour maximiser les profits continuent à le faire. Cela signifiait permettre la construction des tours du port sur la base d'une décision délibérée d'ignorer le bien-être des enfants. Cela signifiait choisir la sécurité plutôt que l'intégrité. Et Rosalind n'avait pas survécu à tout cela pour faire ce choix. Vivian Brooks avait aidé Rosalind à préparer sa présentation au comité. Ils vont t'attaquer, avait déclaré Vivien sans détour. Ils vont suggérer que tu es instable. Ils vont insinuer que ton handicap te rend irrationnel ou que tu cherches à attirer l'attention. Et si je ne suis pas prête? Avait demandé Rosalind. Tu le feras quand même, avait répondu Vivien. Parce que l'alternative, c'est abandonner tout sans quoi tu crois. Et tu n'es pas ce genre de personne. Elias avait construit un modèle fonctionnel de l'une des balançoires. Il avait utilisé des matériaux de récupération et démontré en direct comment fonctionnait l'ingénierie, comment elle répartissait la force de manière à permettre aux enfants ayant une force de préhension minimale de participer. Il avait fait ce travail non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que c'était de la bonne chose à faire, et il était quelqu'un qui comprenait la différence. Léo avait demandé s'il pouvait aider. Rosalind et Elias s'étaient regardés, puis il l'avait guidé, il avait transporté les matériaux. Il avait observé l'assemblage. Il avait posé des questions précises sur l'importance des angles et la façon dont les pièces s'emboîtaient. Et le soir, alors qu'il travaillait dans l'appartement de Rosalind, quelque chose avait changé en chacun d'eux. Le projet avait cessé d'être le rêve de Rosalind pour devenir quelque chose de partagé, quelque chose qui appartenait à tous les trois à parts égales. La réunion du comité de développement du port était prévue un jeudi soir à la fin de l'automne. La pluie menaçait depuis le matin, le ciel était bas et gris au-dessus de Sterling Harbor. Au moment où le comité s'est réuni, la pluie tombait sans discontinuer, comme si le temps lui-même exigeait qu'on lui prête attention. Rosalind avait commencé sa présentation non pas par des données, mais par une histoire. Elle avait parlé d'une petite fille qui, après un accident de voiture, avait cru que sa vie était finie parce que son corps avait changé. Elle avait raconté comment cette fille avait lentement appris qu'un corps changé ne signifiait pas un esprit, un cœur ou une capacité à contribuer diminuée. Elle avait parlé d'enfants qui avaient connu des transitions similaires et qui méritaient des environnements qui leur disaient qu'ils étaient toujours des membres à part entière du monde. Puis Elias s'était avancé avec la maquette. Il l'avait présentée en direct, montrant comment les mécanismes réduisaient les frottements et amélioraient l'accessibilité. Des chiffres étaient apparus sur un écran derrière lui. L'analyse des coûts réels, effectuée selon ses propres calculs, montrait que l'équipement spécialisé était beaucoup moins coûteux que ce que Serena et Clinton avaient suggéré. Helen s'était levée et avait présenté les registres d'entretien, les courriels et les documents attestant clairement que les décisions en matière de sécurité avaient été ignorées au profit du profit. Serena avait immédiatement attaqué. Elle avait suggéré que Rosalind était manipulée par la nostalgie et les sentiments. Elle avait laissé entendre qu'une femme dans l'état de Rosalind ne devait pas se voir confier des projets d'envergure. Elle s'était positionnée comme la pragmatique protégeant la ville d'un idéalisme irréaliste. Mais Vivian Brooks s'était alors levée et avait présenté les signatures de soutien de la communauté provenant de familles ayant des enfants handicapés, de thérapeutes, d'éducateurs, de personnes réelles qui comprenaient que le parc n'était pas un luxe, mais une nécessité. Léo avait demandé à prendre la parole. À 8 ans, il s'était avancé vers l'avant de la salle et avait regardé directement les membres du comité. Il avait dit que mon père était triste depuis longtemps parce qu'il essayait de dire aux gens que quelque chose de grave se passait et que personne ne l'écoutait. Malheur Rosalind est triste parce que les gens pensent qu'elle ne peut plus faire son travail simplement parce qu'elle est assise dans un fauteuil. Mais c'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Elle m'a aidé à être courageux. Je pense que nous avons tous besoin de personnes qui nous aident à être courageux. Je pense que le parc devrait exister pour que d'autres enfants puissent aussi être courageux. La salle était devenue silencieuse puis avait explosé. Les membres du comité avaient interrogé Serena et Clinton directement, leur demandant d'expliquer la correspondance électronique,
leur demandant de justifier les demandes de remboursement qui avaient été réfutées par les faits, leur demandant pourquoi les considérations de sécurité avaient été rejetées et quels critères avaient été utilisés pour prendre ces décisions. À la fin de la réunion, le comité avait voté à l'unanimité en faveur de la poursuite du projet Sterling Harbor Rehab Park. Il avait également voté en faveur de l'ouverture d'une enquête officielle sur les pratiques de Sterling Industries sous la supervision financière de Clinton. Les répercussions avaient été immédiates. Serena et Clinton avaient été mises en congé administratif dans l'attente des résultats de l'enquête. Amanda Hill avait supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux et envoyé de brèves excuses creuses. Helen Grant s'était vue offrir le poste de chef des opérations par intérim, un rôle qui valorisait à juste titre son jugement. Elias Dalton s'était vu offrir un poste au sein de l'équipe officielle du projet en tant qu'ingénieur mécanique en chef, un titre qui lui rendait non seulement sa dignité, mais aussi sa véritable expertise. Rosalind avait été engagée par la ville en tant que conceptrice en chef du Sterling Harbor Rehab Park. Ce n'était pas un poste chez Sterling Industries. C'était sa propre entreprise, sa propre agence, sa propre autorité. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé avant l'accident, renouvelé et approfondi par la conscience que les changements subis par son corps lui avaient appris quelque chose qu'aucun architecte valide n'aurait pu apprendre seul. La construction avait pris 3 mois. Le début de l'hiver avait laissé place au printemps et à la mi-avril, le Sterling Harbor Rehab Park était prêt pour son inauguration. Les rampes serpentaient à travers l'espace comme une calligraphie soignée. Les structures de jeu avaient été testées et retestées. Les jardins sensoriels fleurissaient de plantes faciles d'entretien qui réagissaient au toucher et à l'odorat. L'ensemble de l'espace avait été conçu en partant du principe que l'accessibilité n'était pas une réflexion après coup, mais le principe fondamental autour duquel tout le reste avait été construit. Rosalind avait parcouru le parc achevé en fauteuil roulant le jour de l'inauguration, et Elias était à ses côtés. Léo avait couru devant, touchant chaque surface, testant chaque balançoire. Le temps s'était éclairci après des semaines de pluie. La lumière du soleil d'avril éclairait le bois et le métal neuf d'une manière qui donnait à tout un aspect provisoire et plein d'espoir, comme si le monde était en train d'être reconstruit sous leurs yeux. Des enfants atteints de divers handicaps étaient venus jouer. Certains utilisaient des déambulateurs. Certains étaient sourds ou autistes ou avaient des troubles cognitifs. Certains étaient simplement des enfants du quartier à qui on avait dit qu'ils ne pouvaient pas accéder aux autres aires de jeu et qui découvraient maintenant qu'ils n'en étaient rien. Les parents avaient pleuré. Les journalistes avaient pris des photos. Vivian Brooks avait prononcé un discours sur la communauté, l'accessibilité et le courage particulier qu'il fallait pour construire quelque chose qui mettait au centre les personnes que la société oubliait généralement. Helen Grant était là, debout près d'Elias, lui offrant une reconnaissance silencieuse. Puis Elias avait fait quelque chose qui avait surpris tout le monde, y compris lui-même. Il s'était agenouillé, non pas malgré la foule ou le caractère officiel du moment, mais à cause d'eux. Il avait sorti une bague de sa poche, un anneau discret orné d'une pierre qui reflétait la lumière du soleil printanier. J'ai passé toute ma vie à essayer de réparer les choses de la bonne manière. Il avait dit cela assez bas pour que seule Rosalind puisse l'entendre, mais les gens avaient arrêté de jouer et de filmer, car quelque chose dans son attitude leur avait fait comprendre qu'il se passait quelque chose d'important. Mais je ne savais pas qu'on pouvait construire quelque chose d'entièrement nouveau. Non pas réparer ce qui était cassé, mais créer quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Quelque chose qui disait « Personne n'est laissé pour compte. Veux-tu m'épouser? Veux-tu que nous construisions tous les 3 ensemble les prochaines étapes? » Rosalind avait dit oui avant qu'il ait pu finir sa phrase. Ils s'étaient mariés 6 semaines plus tard lors d'une petite cérémonie dans le parc même. La cérémonie s'était déroulée sous l'un des pavillons incurvés que Rosalind avait conçus, une structure magnifique à regarder, mais qui servait avant tout à fournir de l'ombre et un abri aux personnes qui en avaient besoin. Les vœux étaient simples et précis, axés non pas sur un langage romantique, mais sur l'engagement, le choix de l'autre, le courage particulier nécessaire pour construire une vie avec quelqu'un d'autre après que le monde ait tenté de vous rabaisser tous les deux. Léo avait porté les alliances. Il les avait remises à son père avec beaucoup de solennité, puis avait demandé à Rosalind si cela signifiait qu'il pouvait désormais l'appeler maman tout le temps. Et tout le monde avait ri de bon cœur
Le genre de rire qui donnait l'impression d'avoir le droit d'être heureux. Un mois après le mariage, une plaque en bronze avait été installée près de l'entrée du parc. On pouvait y lire Sterling Harbor Rehab Park, conçu par Rosalind Carter et Elias Dalton. Pour tous les enfants qui avaient choisi le courage, deux noms étaient gravés en plus petits caractères sous l'inscription. Leo Dalton et Vivian Brooks, car ils avaient compris que le projet leur appartenait à tous de manière égale. Le parc était devenu l'un des terrains de jeux accessibles les plus fréquentés de la région. Des familles venaient des villes voisines pour l'utiliser. Il avait fait l'objet d'articles dans des revues de design et avait été publié dans des articles universitaires sur l'accessibilité universelle. Mais surtout, chaque après-midi, il était rempli d'enfants de tous niveaux. Ils jouaient, riaient et apprenaient la simple vérité qu'ils avaient leur place dans le monde, que leur corps, leur esprit et leur façon particulière de vivre les choses n'étaient pas des obstacles à surmonter, mais des variations qui enrichissaient tout ce qu'ils touchaient. Rosaline avait fini par créer sa propre entreprise. Elias était devenu consultant et en ingénierie de l'accessibilité. Léo était devenu, de la vie générale, une personne d'une gentillesse rare, qui remarquait quand d'autres se sentaient exclus et faisait quelque chose pour y remédier. Ils avaient construit d'autres parcs, ils avaient conçu des centres communautaires, des écoles et des espaces résidentiels fondés sur le principe fondamental que l'accessibilité n'était pas un luxe, mais un droit humain. Et les soirs tranquilles, ils se promenaient en fauteuil roulant ou à pied dans le Sterling Harbor Rehab Park, tous les trois. Et Rosalind se souvenait du moment où la voix d'un enfant avait transpercé une pièce remplie de cruauté et avait dit « Maman », avec une telle certitude qu'elle avait complètement bouleversé sa conception de ce que pouvait être sa vie. Elle avait appris que parfois, l'humiliation devenait une possibilité, que parfois, les choses qui essayaient de vous rabaisser vous apprenaient au contraire à construire quelque chose de plus grand que ce que quiconque avait imaginé. Que parfois, un concierge, un architecte et un enfant travaillant ensemble pouvaient créer quelque chose qui changeait la forme du